la science, conférence qui va être donnée par Julien de Stack, qui est historien, diplômé de l'ULG. Il est spécialiste d'histoire des sciences, de vulgarisation des sciences, et tout particulièrement de la période contemporaine. Il a travaillé pendant de nombreuses années au Centre d'histoire des sciences et des techniques de l'Université de Liège. Il est enseignant dans une haute école à Liège également, et il était avec le professeur Halleux le commissaire de l'exposition sur les mauvais perdants de la science, que vous avez peut-être eu l'occasion de voir à Ambroise Paré ou ailleurs quand elle a voyagé. Il s'est aussi occupé de construire d'autres expositions, et notamment une exposition sur des mineurs et des savants dont l'ouvrage vient de sortir tout récemment. Voilà, je lui cède immédiatement la parole. Merci. Hop, test micro, ça va. Merci beaucoup Anne, et merci beaucoup de m'avoir invité ici. Donc voilà, les nazis, créateurs ou fossoyeurs de la science, c'est le sujet dont je vais vous entretenir aujourd'hui. Alors, le plan de ce que nous allons voir ensemble, tout d'abord cette petite introduction, où je vais un peu vous parler de la philosophie de l'exposition et du travail, et donc de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Ensuite, je vais vous parler de la complexité de l'approche de l'objet, la complexité que moi j'ai perçue dans l'approche de cet objet. Je vais un peu m'entretenir avec vous sur le fait de cette notion du titre qui de créer ou détruire de la science, du rapport de cette science. Un petit rappel contextuel, toujours dans cette introduction, et puis nous passerons à l'étude de cas, ce que nous avons vu, qui, dans ce travail, avec l'étude de cas, où on va passer sur 3 sciences au sens large, avec la biologie, la physique et l'histoire et archéologie, qui va être vue, certains éléments sur ces sciences qui vont être donnés, et puis nous allons passer à un moment de discussion que j'espère assez long, j'espère terminer vers 7h15, 7h30, pour qu'on puisse avoir ce moment de discussion. Et je vois qu'il y a beaucoup d'étudiants du secondaire qui sont là aussi, donc ça pourra être particulièrement intéressant d'avoir ces échanges qui sont toujours riches. Donc, voilà. Alors, tout d'abord, sur ce sujet, quelles sont la philosophie de l'exposition que l'on a eue. Donc, comme ça a été rappelé par Anne Staquet, j'ai travaillé au Centre d'histoire des sciences et techniques, sous la direction de Robert Halleux, et on a eu ce projet de lancer ce cycle, faire une exposition sur les mauvais perdants de la science, où on cherchait à montrer des moments dans l'histoire où la science, cette science que nous aimons tous très fort, auquel nous sommes tous très attachés, a été à certains moments dans l'histoire malmenée par un certain nombre d'idéologies, par un certain nombre de régimes, par un certain nombre d'autorités. C'est ainsi que l'exposition comportait 4 thèmes. Donc tout d'abord on parlait de Galilée, vous avez vu sans doute les exposés qu'il y a eu ici dans ce cycle de conférences, donc Galilée, ensuite les créationnistes, Lysenko, et puis ceci était le dernier thème avec les perversions de la science et du savoir sous le 3e Reich. Alors, sur complexité de l'approche de l'objet, durant une guerre, on parle beaucoup du 3e Reich parce qu'il s'agit d'un conflit qui nous reste frais dans les mémoires des plus anciens d'entre nous. Donc durant une guerre, il y a beaucoup d'horreurs qui est générée, il y a beaucoup de crimes qui sont commis. C'est quelque chose qui a été rappelé récemment, qui est continuellement rappelé, que ce soit récemment dans les commémorations liées à la Première Guerre mondiale, ou bien dans celle, il y a peu de temps, des 20 ans du génocide du Rwanda,
ou quotidiennement lorsque vous regardez le JT, que les journalistes se penchent sur les conflits, qu'ils soient syriens ou qu'ils soient burundais au sein de notre monde. Et donc, les guerres génèrent un certain nombre d'horreurs, et pourtant, alors qu'on pourrait se dire, c'est relativement, si on retrace l'histoire du XXe siècle, des conflits, il y en a eu beaucoup, des morts, il y en a eu beaucoup, malheureusement, mais cette Seconde Guerre mondiale, et particulièrement ce visage des nazis, a quelque chose de particulier dans notre imaginaire et dans ce qui nous reste, dans la lecture que l'on a aujourd'hui du passé. Alors, cette image particulière, c'est évidemment, on y arrivera symbolisée par ceci, c'est-à-dire les portes des camps de concentration, comme on arrivait dans cette Seconde Guerre à ce qu'on a appelé l'image de l'horreur, on arrivait à quelque chose d'extrême, hein, et donc c'est cette image-là qui va choquer très fort. Et puis, à côté de ça, quand on s'intéresse à c'est aussi un poids en tant que chercheur, et quand on s'intéresse à cette période-là, eh bien, on se rend compte qu'il y a énormément de ces signes, énormément de choses qui nous viennent de ce conflit mondial et de ces nazis, et qui sont toujours très prégnants. Un certain nombre de symboles, par exemple, hein, ce sont ici tout le monde reconnaît une croix gammée, le salut nazi, c'est quelque chose qui reste aujourd'hui quelque chose qui est connu par tous, reconnu, ce sont des signes qui sont utilisés, qui ont eu une portée symbolique suffisamment forte pour qu'aujourd'hui ça soit toujours quelque chose qui ait du sens, et ça a tellement du sens toujours aujourd'hui qu'on a des groupements néo-nazis, hein, un peu partout dans le monde, particulièrement aux États-Unis, et puis on voit toute une série de ces symboles, que ce soit la croix gammée, que ça soit l'autre symbole ici, vous voyez, c'est une marche anti-immigration à Dresde, et où, eh bien, on reconnaît la chancelière Angela Merkel avec un certain nombre de symboles qui rappellent un portrait d'Hitler et qui rappellent cette période particulière. Aussi, hein, ces symboles qui sont des choses qui nous ont marqués. On voit ici un joueur de foot, Nicolas Anelka, on voit Dieudonné, on voit des joueurs de foot qui parfois font ce genre de choses sur un terrain. L'image qui est ici, petit article de SoFoot, l'image qui était là, c'est un joueur qui s'appelle Giorgos Katidis, et qui a fait ça lors d'un match à Athènes, le club de l'AEK d'Athènes, où un certain moment il adresse un salut nazi aux supporters, et puis ce qui fait que, parce qu'il fait un signe qui a été introduit dans les années 30 en Allemagne, et qui fait ce signe-là aujourd'hui, en 2015, en mars 2015, sur un terrain de football à Athènes, eh bien, la fédération grecque déclare qu'il est expulsé à vie de la fédération, et le joueur lui-même, on raconte que quand il est rentré, en fait, il ne savait pas ce que ça signifiait, il dit qu'il ne savait pas, et il rentre en pleurant dans le vestiaire, et voilà, et pourtant ça suscite une réaction très forte sur ce symbole. Donc c'est intéressant, quand on se plonge dans cette histoire, d'essayer de faire attention à ça. Donc, un certain nombre de symboles qui sont restés, et puis, évidemment, une figure, hein, ici, en faisant une recherche dans Google, eh bien, une figure qui marque tout ça, qui est parvenue à devenir l'incarnation même du mal, et qui est cette figure d'Adolf Hitler, personnage politique, des élus, ou des personnes qui ont eu des responsabilités politiques. Il y en a eu beaucoup au XXe siècle, il y en a beaucoup qui ont eu un certain nombre d'idées, et on voit ici ce personnage qui reste une figure qui marque très fort, à tel point que on peut même c'est même intéressant de remarquer que cette figure d'Adolf Hitler, eh bien, on pourrait la comparer à un Sauron, à l'incarnation du mal, ou même à un Dark Vador, ce que je disais, avec cette idée qu'on a un personnage qui est
le mal, et qui est à un certain moment, et dont le simple fait de l'évocation du nom aujourd'hui, comme on l'a vu dans un tweet il y a quelques jours, hein, peut-être certains d'entre vous ont suivi le tirage de l'Euro 2016, et alors il y avait un moteur de recherche, un moteur de la Fédération européenne de football qui faisait que chaque fois que l'on faisait un tweet en disant qu'on était supporter d'une équipe, il générait automatiquement cela sur un écran, et il y a quelqu'un qui s'est inscrit sur Twitter sous le nom de Adolf Hitler, ce qui a donné ce tweet de l'UEFA, de Hitler, you are no supporter of Pologne, et ce qui a fait un tollé, l'UEFA a dû s'excuser, a dû retirer son tweet, a dû vraiment remettre en cause toute une série de choses. On voit que rien que ce don-là aujourd'hui, c'est quelque chose qui est important, à tel point que il y a même une théorie là-dessus, vous connaissez la loi de Godwin, donc le point Godwin, comme on dit en français, et donc de Mike Godwin, qui va déterminer une loi qui n'a rien de très scientifique, mais qu'en fonction de la longueur de discussion sur Internet, eh bien finalement, on risque, plus une discussion sur Internet, et même une discussion, on pourrait dire, dans le langage courant, est longue, plus on risque, entre des personnes qui confrontent des idées, plus on risque, à un certain moment, qu'un des deux fasse référence à ces nazis, fasse référence à ce symbole qui du coup met fin à la discussion. Donc voilà, quelque chose, tout ceci pour vous montrer qu'on est dans un cadre idéologique, un cadre de pensée qui est particulier lorsque l'on parle de tout ça. Et la science dans tout ça, allez-vous me dire, et comment on peut rapprocher quelque chose qui est comme ça du domaine du sentimental, de l'émotion, d'une idéologie, quelque chose qui vous prend en tripes, hein, et puis cette idéologie est une science à un certain moment, comment elle va se développer. Alors, on sait que l'Allemagne, jusqu'en 1933, est la patrie de la science. Et je cite Josiane Olf-Nathan dans son ouvrage, un très intéressant ouvrage sur la question, donc, qui est La science sous le Troisième Reich, et où elle explique que durant ces années 30, eh bien, le régime nazi va être un centre d'attraction international où toute une série de jeunes scientifiques, notamment toute une série de jeunes physiciens américains, vont venir étudier en Allemagne, et l'allemand aujourd'hui, si vous voulez vous lancer dans une carrière de chercheur, quelle que soit la discipline que l'on étudie, eh bien on va vous dire il faut absolument parler anglais. Et bien dans les années 30, si vous vouliez vous lancer dans une carrière de chercheur scientifique, il fallait parler allemand, et jusque dans les années 30, c'était vraiment quelque chose d'indispensable. Il faut se souvenir que nos universités, un certain nombre de nos universités, dont les universités d'État, vont être créées en Belgique sur le modèle allemand. Donc là, on est plutôt au milieu du 19e siècle, mais au 19e siècle, on considère qu'en termes de recherche universitaire, en termes de laboratoire, et aujourd'hui de séminaires, etc., l'Allemagne est vraiment en avance. Et donc, le tissu idéologique, le tissu scientifique dans lequel l'idéologie nazie va se développer, eh bien, c'est celui-là. Vous avez ici une série, je ne vais pas vous les citer, mais j'ai repris depuis 1901 jusqu'à environ 1920, toute une série de prix Nobel allemands. Il faut savoir que entre 1901 et 1933, il y a rien que pour les branches de physique et de chimie, il y a 23 prix Nobel qui sont attribués à des scientifiques allemands, ça veut dire 32% du total des prix Nobel à cette époque-là sont attribués à des physiciens ou des chimistes allemands. C'est énorme.
Et puis, si on voit ce tissu important durant donc jusque 1933, on se dit, ben oui, on est vraiment dans un tissu intellectuel très important, la science est vraiment très importante, et si on fait un saut dans le temps, eh bien, on se retrouve ici, on se retrouve au lendemain de la guerre, on se retrouve en 1949. On fait un saut, hein, comme si tout d'un coup, on se disait, mais il ne s'est rien passé entre les deux, donc on fait un saut. Et de quoi on se rend compte? Eh bien, c'est que à cette époque-là, sur des éléments scientifiques qui sont, on peut considérer comme des découvertes, des secteurs technologiques de pointe durant le XXe siècle, eh bien, on retrouve encore des chercheurs allemands. Et donc, on voit ici, par exemple, en 1949, il y a Manfred von Ardenne, qui est un physicien allemand, qui va être recruté par l'URSS, enfin, disons que l'URSS, les Occidentaux, on le sait, les Occidentaux et les Soviétiques vont faire en sorte au moment de la fin de la guerre, ils vont accompagner leurs unités de combat par des unités chargées de trouver des scientifiques allemands et de les rapatrier, et de trouver leur matériel aussi, leur laboratoire, etc. C'est ainsi que les Russes, les Soviétiques vont mettre la main sur Manfred von Ardenne, qui est un brillant physicien allemand, et qui travaille sur le programme atomique de l'Allemagne. Programme atomique, on sait que les Allemands ont failli avoir la bombe nucléaire, ils n'étaient pas très loin d'avoir la bombe nucléaire. On estime que s'ils avaient eu encore quelques années et beaucoup d'énergie, puisqu'il faut beaucoup d'énergie pour pouvoir créer une bombe nucléaire, ils seraient parvenus à la créer. Et donc, ici l'URSS va capturer un certain nombre de scientifiques. Et si on regarde un autre domaine, donc ici on est dans le domaine de l'atomique, eh bien on retrouve, même si c'est plus en Allemagne, c'est en URSS, des Allemands qui sont à la pointe. Et donc c'est, pour vous donner un chiffre, de 1945 à 1955, il y a 300 scientifiques allemands qui vont travailler sur le programme nucléaire soviétique. 300 scientifiques différents sur l'espace de 10 ans, c'est énorme. Et si on regarde un autre domaine, si je vous demandais un autre domaine, outre l'atomique, technologique de pointe, eh bien, on peut penser au spatial. Le programme spatial américain, vous voyez ici, c'est une photo prise sur la Lune. Donc on peut quand même considérer que c'est un moment particulier, que les humains parviennent à marcher sur la Lune, hein, scientifiquement parlant. Eh bien, le responsable à la NASA, du programme spatial américain, c'est Werner von Braun, qui est aussi allemand et qui avait travaillé sur les missiles V2, qui avait permis de constituer les missiles V2 et qui va être qui va prendre du galon, hein, si on s'arrête un certain moment sur Von Braun. C'est quelqu'un qui intègre le parti nazi en 1937. On est quand même assez tôt, hein. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui adhère en 42 par force, parce que ici on est en 37, en 37 il adhère au parti nazi. On sait qu'il rencontre Hitler à 3 reprises. Il est directeur du centre technique de Permund, où donc une base d'où devait partir un certain nombre de V2. Et puis il va faire partie de l'équipe dirigeante du camp de concentration de Dora. Dora, donc ce camp de concentration dans lequel il va y avoir des usines qui vont permettre la fabrication des V2. Et donc les V2, 4000 exemplaires de V2, hein, c'est ces premiers missiles balistiques, technologie vraiment très impressionnante pour l'époque. Impressionnante pour l'époque et terrifiante, hein, les V2, parce que comme ils vont à une vitesse qui correspond à 3 fois la vitesse du son, ça veut dire que les Londoniens ou les Anversois ou les Liégeois, comme il y a beaucoup qui ont été tournés vers Anvers ou vers Londres, aussi vers Liège, eh bien, vous avez l'explosion, et puis seulement après, vous entendez le bruit, ce qui, pour l'époque, c'est quand même assez impressionnant, encore aujourd'hui. Et un astronome, un scientifique néerlando-américain, Tom Gereld,
va raconter que Werner von Braun, eh bien, chaque jour, quand il arrive au camp de Dora pour aller dans son laboratoire, eh bien, il doit enjamber des corps de prisonniers morts, il voit un certain nombre de prisonniers qui sont pendus, etc. Donc, il dira qu'il ne savait pas, etc. Mais on ne pouvait pas nécessairement pas savoir. Les Américains ne pouvaient pas non plus pas savoir, mais c'est ce personnage-là que l'on va mettre quand même à la tête, comme d'abord responsable d'un programme de missiles balistiques et puis comme directeur de la NASA. Donc ça montre aussi que c'est scientifique allemand. Bon, on se dit voilà, on est avant, on est après. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous ont aussi en image cette idée, et d'un point de vue militaire notamment, d'une vigueur technologique allemande. Hein. On voit Messerschmitt, on voit des projets de bombardiers, ou certains qui relèvent plus du fantasme, d'un fantasme technologique et d'un fantasme scientifique que l'on a par rapport aux Allemands, en se disant encore aujourd'hui, et il y a des ouvrages qui paraissent régulièrement sur le sujet, en se disant les Allemands, ces nazis, ils avaient une technologie complètement incroyable et vraiment très fort en avance, et ils auraient été capables d'un retour. D'un côté, on a cet aspect-là, et puis d'un autre côté, on a aussi cet aspect des nazis destructeurs de la science. Vous avez ici l'image d'un autodafé en 1933. Donc un autodafé, c'est quoi? C'est à un certain moment, ce sont des rassemblements qui étaient organisés par les nazis pour brûler des livres, tous les livres qui étaient jugés non conformes, et dans une liesse générale, ce genre de rassemblement, surtout pour fort impressionner, pour faire peur aussi à la population. Et donc, on peut avoir ces deux images, vous pouvez avoir ces deux images assez paradoxales. D'un côté, d'une belle vigueur pour la science et pour les scientifiques allemands, et puis d'un autre côté, le nazisme est une idéologie qui semble profondément hostile à la pensée, une idéologie qu'on pourrait qualifier de anti-intellectuelle, hein, et donc on sait que, et on le verra, je vais en parler avec vous sur des cas précis, on sait que beaucoup de scientifiques vont être chassés de l'Allemagne, et tous tous les scientifiques juifs notamment, et beaucoup de scientifiques qui ne vont pas totalement adhérer au régime, vont être chassés d'Allemagne. Et donc, vous pouvez avoir cette double tension quand il s'agit d'imaginer ce régime nazi. Ce qui nous amène donc à cette question sur ces nazis. Est-ce qu'ils étaient alliés ou ennemis de la science? Est-ce que c'était des fossoyeurs de la science? Ou est-ce que, avec ce que l'on a vu, plutôt c'était des créateurs de la science? C'est une question qu'il est intéressant de se poser en essayant comme avec difficulté, mais comme les historiens doivent parvenir à faire, d'avoir une certaine empathie pour leur sujet et en se plongeant dans les choses. Alors, avant de passer à notre point, petit rappel contextuel quand même, donc avec des cartes, hein, sur la façon dont ce régime va se mettre en place. Vous avez ici une carte de l'Europe en 1923, avec en rouge toute une série de zones qui sont des zones soumises à plébiscite, et donc un certain nombre de zones qui vont être dans les faits retirées à l'Allemagne, et un partage de l'Allemagne qui se fait au lendemain de la guerre. Vous savez que c'est un partage qui, d'un point de vue allemand, est vu comme tout à fait dur, comme tout à fait très dur pour eux, hein, et c'est pas que dans leurs idées. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses qui sont pas très rigolotes qui se passent au lendemain de la Première Guerre mondiale. Par exemple, on peut citer, on sait ici, mais comme on est en Belgique, que les cantons de l'Est, de Pen et de Malmedy, eh bien, ce sont des cantons qui ont été intégrés à la Belgique en récompense, un peu si on veut, c'est en caricaturant, intégrés à la Belgique après la Première Guerre mondiale. Les Allemands
les Belges et les Français vont occuper une partie de l'Allemagne, une partie de la Ruhr. La Ruhr, c'est une région à l'ouest de l'Allemagne qui est une région très riche en charbon. Il y avait eu un deal entre les Français et les Anglais. Les Français avaient le charbon allemand, la Ruhr, et les Anglais, en contrepartie, les Français leur laissaient s'implanter pour avoir le pétrole du Moyen-Orient, et notamment en Iran, en Irak. Et donc c'est une sorte de deal qui est passé à ce moment-là entre les Français et les Anglais. Le charbon pour les Français, le pétrole pour les Anglais. Aujourd'hui, on voit toutes les tensions qu'il peut y avoir de l'autre côté, mais on ne va pas parler de ça, ça ne nous concerne pas aujourd'hui. Mais l'occupation de la Ruhr, donc occupation militaire, faite par des soldats belges, faite par des soldats français, occupation sur laquelle ça sera intéressant aussi de revenir. Mais on sait qu'il y a beaucoup d'exactions qui ont été faites par les soldats français ou les soldats belges lors de cette occupation, qui a pu aussi générer un certain nombre de frustrations. Mais ne rentrons pas dans ces détails-là. Ce rappel contextuel pour dire qu'il y a tout d'abord une histoire de carte, qu'il y a une volonté. Donc ici, vous êtes sur une autre carte où on voit l'extension allemande, et donc entre juste avant la guerre, jusque Munich, jusqu'en 1939, enfin Munich c'est 1938, mais où une extension du territoire allemand, et cette question du territoire, cette question géographique, va être une question qui va être au cœur de l'idéologie allemande, comme il y a cette idée que l'espace vital, les Unborn, l'espace vital des Allemands, les Unborn, voilà, c'est ça, mon allemand est très perfectible, eh bien, que les Allemands membres de cet espace vital, c'est une idée qui vient déjà du XIXe siècle, mais qui avait d'abord servi pour faire en sorte que, vous vous souvenez, l'unification allemande, hein, on se souvient que un des grands éléments du XIXe siècle, c'est cette unification allemande, hein, le Saint-Empire germanique, hein, on sait que c'est quelque chose qui était très divisé, on se souvient chez nous de la principauté de Liège. Eh bien, unification allemande, et cette idée d'espace vital avait été lancée à ce moment-là en disant c'est un argument pour l'unification allemande d'une part, et c'est un argument pour que les Allemands aient des colonies d'autre part. Durant le XXe siècle, au début du XXe siècle, et après la Première Guerre mondiale, c'est un argument qui, comme l'Allemagne ne peut plus avoir de colonies suite à la Première Guerre mondiale, va plutôt se concentrer sur la réunification de tous les Allemands d'Europe, et comme l'Allemagne ne peut pas s'étendre hors de l'Europe, eh bien, cette volonté de s'étendre en Europe, ce qui va, c'est au cœur de l'idéologie, comme ce processus va faire en sorte que il va y avoir successivement, c'est ce que vous voyez sur la carte, à gauche, la réoccupation militaire de la Ruhr, et puis l'Auschwitz, hein, l'occupation, l'intégration de l'Autriche, et puis l'intégration de la Tchécoslovaquie, et le dernier élément devant être une intégration d'une partie de la Pologne, et c'est cet élément-là qui, le 1er septembre 1939, déclarera la Seconde Guerre mondiale. Alors ce parti dont je vous ai déjà beaucoup parlé, ce parti nazi, quel est-il, enfin quels sont ses résultats? Vous voyez, c'est quelque chose ce parti nazi, Hitler en est vraiment la figure de proue, ce personnage qui va être connu au départ aussi pour un ouvrage, hein, Mein Kampf, dont vous avez entendu, ou dont on va vous reparler comme Mein Kampf, ouvrage écrit par Hitler, perd cette année-ci, va rentrer dans le domaine public à partir de 2016, et donc il y a une édition critique qui va en être faite, etc. Donc ne manquez pas de suivre les éléments, c'est intéressant qu'il va y avoir en 2016 par rapport à cet ouvrage. Vous voyez, c'est un parti qui remue beaucoup, c'est un parti qui va avoir cette idéologie un peu boy scout, hein, sur le fait qu'il faut remettre que c'est quelque chose dont ils vont s'inspirer eux
dont ils vont s'inspirer au début, avec une certaine discipline, avec le fait de faire des camps, de se rassembler entre jeunes notamment, et de faire un certain nombre de choses. C'est un parti avec un certain nombre d'idées de Zéabon, mais qui remue dans son coin et ne va pas avoir un succès incroyable. Vous voyez que c'est un parti qui se fait dans aux élections, qui en 1924 il fait 6 puis 3%, en 1928 il fait 2,6%, et donc en 1928 on est quand même, ça fait quand même un certain temps que le parti est créé. Vous voyez que c'est un petit parti qui végète. Et puis vous voyez ce qui se passe en 1930. Eh bien, qu'est-ce qui se passe en 1930? Qu'est-ce qui s'est passé en 1928? Et entre 1928 et 1930, il s'est passé la crise de 29, qui va générer une crise économique très grave en Allemagne, qui va générer énormément de frustration. Et dans ces moments où il y a un certain nombre de frustrations à cause des crises économiques, un certain nombre de personnes peuvent être tentées de décrédibiliser les dirigeants, dire s'il y a la crise économique, c'est à cause d'une classe politique qui n'est plus capable de gérer nos problèmes, et se tourner vers un certain nombre de partis nouveaux ou qui n'ont encore jamais eu accès au pouvoir, et c'est-à-dire en Allemagne, eh bien ce parti lors des élections de 1930, le Parti communiste, qui était le parti communiste le plus puissant d'Europe, en Allemagne, eh bien, fait un beau score aux élections, et le Parti nazi fait un beau score aux élections aussi, en ayant 18%, et puis, vous voyez, en 1932, 37%, et finalement, en 1933, l'année où Hitler devient chancelier, eh bien, 43%. Donc, en quelques années, vous voyez, entre 1928 et 1933, il y a juste 5 ans, en quelques années, ce petit parti qui va vraiment prendre une importance complètement démesurée, avec certains éléments aussi intéressants. On représente dans une ville comme Neidenburg, eh bien, c'est un parti qui fait dans cette ville-là 2,5% en 1928, et puis il fait 25% en 1930. Alors que l'on sait qu'il n'y a aucune section nazie dans cette ville-là, il n'y a aucune section, on sait par les archives qu'il n'y a pas eu particulièrement de grandes campagnes à cet endroit-là, donc ce sont des gens qui ne connaissent pas Hitler, qui ne connaissent pas tout ça, mais qui vont voter à 25% pour ce parti-là, sans doute dans l'idée d'un vote contestataire. Avec aussi ce parti qui atteint les élections à un certain moment, et toute une série de personnes qui ne sont pas tellement plus catastrophées que ça. On interview quand ils étaient encore vivants, j'avais vu des interviews d'anciens communistes de l'époque qui avaient fait campagne lors des élections de 1930 et qui racontaient ou même de 1933, et qui racontaient que cette montée du nazisme, ils se disaient, ce sont des gens, ils vont aller au gouvernement, de toute façon ils vont se casser la figure, et ça veut dire que la fois suivante, ça sera nous, et il n'y aura aucun souci, sauf qu'il n'y a pas les fois suivantes, et que tous ces dirigeants-là ont généralement été envoyés dans des camps de concentration, les premiers camps de concentration étant créés pour ces politiciens. Donc voilà, idée partie qui se met dans une pensée unique, et qui va avoir, par rapport à la science, eh bien une attitude qui va être assez oscillante. C'est-à-dire que, d'une part, les scientifiques, en tant qu'élite, sont méprisés par le parti, qui se dit être vraiment un parti du peuple, le parti nazi, un parti du peuple, le parti d'ouvriers, etc., et qui crache énormément sur toutes ces élites. D'ailleurs, les élites même du parti nazi ne sont pas, dans un premier temps, issus des élites, ne sont pas, par exemple, des gens qui ont fait énormément d'études, qui ont énormément de diplômes, etc. On sait que, on a souvent fait remarquer que Hitler, qui sera le numéro 2 du parti, c'était un éleveur de poules avant de se lancer dans ses carrières, et on sait que Adolf Hitler était plutôt un petit artiste qui virevoltait, et donc d'un côté mépris très fort de ces dirigeants par rapport à une classe politique, par rapport à des scientifiques. Vous avez ainsi
à un dignitaire du parti qui va dire, donc un personnage dont on n'a pas le nom, mais qui a un grade politique très important au sein du parti, et qui déclare un balayeur de rue, mais plus cher qu'un biologiste, car il envoie d'un coup de balai des centaines de milliers de bactéries dans le caniveau, alors qu'un biologiste est tout fier d'avoir découvert une unique bactérie de toute sa vie. Et la correspondance. Et Hitler, ce parti nazi qui voue un culte au corps, hein, ce parti nazi qui voue un culte au corps, eh bien, Hitler, par exemple, lui dira que les scientifiques et les universitaires, c'était surtout des grosses têtes sur un corps de rien du tout. Voilà, aussi autre idée. Donc, d'un côté, on a aussi cette balance, parce que ces nazis, eh bien, ils ont beaucoup de mépris pour ces classes scientifiques, mais d'un autre côté, il ne faut pas tomber dans l'autre idée qui serait facile de balancer, de se dire que ces nazis, c'était des abrutis, et que finalement, ce sont juste des gens qui ont eu des chances, et tout ce qu'ils disaient était vraiment n'importe quoi, et qu'ils ont juste... Parce que c'est plus intéressant d'essayer vraiment de comprendre les processus intellectuels. Et d'un côté, donc, ce mépris pour la science, mais d'un autre côté, à partir de 1933, où ils vont avoir le pouvoir, les dignitaires nazis et Hitler va demander aux scientifiques, va s'adresser directement aux scientifiques et va changer un peu leur approche et va leur dire à quel point il a envie qu'ils fassent quelque chose, qu'ils fassent quelque chose pour leur pays et qu'ils fassent quelque chose pour la race aryenne. Hein. Et donc, il va aussi séduire un certain nombre de scientifiques, et même si, d'une part, ces nazis sont plutôt... peuvent nous paraître pour des paysans un peu brusques, eh bien ce sont des gens qui vont parvenir, je l'ai dit, à séduire des scientifiques, mais qui vont aussi compter énormément sur eux à certains moments, et notamment pour développer des explosifs toujours plus puissants dans le cadre de la préparation de la guerre. Voilà pour cette longue introduction, mais je pense qu'il fallait remettre un peu d'éléments sur le tapis. Alors, notre étude de cas sur 3 disciplines. D'abord, la biologie. La biologie, et vous voyez ici ce personnage, dans la biologie, on va se concentrer sur l'eugénisme. Donc, la biologie, ça constitue vraiment un des piliers centraux sur lequel repose la conception nazie de l'homme. Donc, à tel point que ceux qui font de l'eugénisme, des généticiens, comme Fritz Lanz, un grand biologiste, eugéniste allemand, eh bien, vont qualifier le national-socialisme de biologie et raciologie appliquée. Certains considèrent donc que la biologie est au cœur même de l'idéologie nazie. Pourquoi ? Parce que l'eugénisme va fournir des outils aux nazis pour classer ceux qui devaient être considérés comme faisant partie de la communauté du peuple allemand et ceux qui, en raison de leur race, je vais employer plusieurs fois ce terme de race, hein, tout le monde sait bien qu'il n'existe qu'une seule race, la race humaine, mais c'est un terme qui est employé à l'époque et donc que je vais aussi employer ici pour parler de cette histoire. Donc, en fonction de leur race, de leur état de santé ou de leur comportement, eh bien, l'eugénisme permet de considérer certaines personnes comme faisant partie de la communauté des Allemands ou certaines personnes comme ne faisant pas partie de cette communauté, c'est-à-dire comme des étrangers et qu'il faut séparer. Donc, des gens qui sont indésirables. Alors, si on remonte un petit peu dans le temps, l'eugénisme, ce n'est pas du tout un concept propre aux nazis, hein, ce n'est pas du tout un concept propre aux Allemands. L'eugénisme s'est défini à la fin du XIXe siècle par son fondateur, Francis Galton, qui est un cousin de Charles Darwin, et qui va définir l'eugénisme comme l'étude des éléments contrôlables socialement qui peuvent améliorer ou détériorer les qualités raciales des futures générations, physiquement ou mentalement. Donc le projet de cet eugénisme, eh bien, c'est d'être une science appliquée, ayant pour comme but soit un eugénisme positif, c'est-à-dire
favoriser le nombre de naissances des éléments raciaux les plus doués de la société, soit un eugénisme négatif, c'est-à-dire supprimer de la société les éléments qui sont les moins doués. Et donc cette conception eugénique n'est pas nouvelle, hein. Je vous l'ai dit, même si le concept apparaît au XIXe siècle, on sait par exemple que dans la civilisation grecque, notamment chez les Spartiates, on raconte donc les Spartiates, à la naissance d'un enfant, eh bien, on regardait le bébé, si jamais il était jugé pas assez gros ou un peu difforme ou qui n'avait pas une tête qui plaisait à celui qui devait faire qui était chargé du test, eh bien, on tuait ces enfants en se disant, eh bien, ce bébé et donc ces futures personnes, si elles n'ont pas les qualités qui permettent de renforcer la communauté, eh bien, il vaut mieux les tuer. Parce que ces Spartiates pensaient qu'en voyant un bébé, ils allaient parvenir à déterminer cela. Donc c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais c'est quelque chose qui refait vraiment surface au XIXe siècle et au XXe siècle, parce qu'une partie de la population considère qu'ils sont dans des sociétés qui sont fort évoluées, et que le fait qu'ils soient dans des sociétés qui sont fort évoluées et que eux-mêmes vivent dans des conditions économiques et sociales difficiles. On sait que la révolution industrielle, notamment, va faire en sorte qu'un certain nombre une concentration de la ville, etc., et un certain nombre de personnes vont vivre dans des conditions difficiles, socialement, eh bien, une grande pauvreté, des maladies, etc. Eh bien, ces gens se disent, il y a un décalage, et ce décalage fait en sorte qu'il faudrait peut-être sélectionner mieux les individus. Et donc, ce concept va même très loin chez les nazis, et chez un certain nombre même avant 1933, chez un certain nombre d'Allemands, où on se dit vraiment que la pureté du peuple allemand, que le peuple allemand est de plus en plus impur, que la mixité fait en sorte qu'il y a moins de pureté, et que donc il faudrait arriver à une plus grande pureté dans la race allemande. C'est ainsi que j'avais quelques chiffres. Von Borskur, qui est un scientifique allemand qui étudie cette question-là, un eugéniste allemand, il estime en 1938 que non, c'est peut-être pas celle-ci, c'est en 1938, mais il estime que le pourcentage d'être au sein de la population allemande, que le nombre le pourcentage d'Allemands purs, qui ne sont pas issus d'une mixité, est vraiment trop faible par rapport aux objectifs que devrait se fixer le régime. Alors quand je dis que ce n'est pas nouveau, il ne faut pas non plus limiter l'eugénisme à l'Allemagne. Aux États-Unis, par exemple, dans les années 30, il y a une grande vague eugéniste. Ainsi, aux États-Unis, on compte, avant la guerre, plus de 50 000 stérilisations. Donc c'est quelque chose aussi. Donc, quand il y a des personnes qui sont porteurs d'un handicap, par exemple, aux États-Unis, eh bien, on va avoir des stérilisations systématiques. Ou porteurs de certaines caractéristiques. Stérilisation forcée, souvent. Mais c'est un élément qui prend beaucoup d'importance dans le Troisième Reich, comme Hitler en fait vraiment un des principes centraux de sa politique. Alors, cette volonté cette doctrine de la race, qui correspond à ce qu'on vient de voir sur cette idée d'étendre le territoire de l'Allemagne, c'est cette idée de d'étendre le territoire de l'Allemagne, mais en sélectionnant des zones, avec des zones qui sont consacrées pour les éléments qui sont considérés comme les plus purs au sein de la race, et d'autres zones qui sont considérées comme des zones où là on met des éléments moins purs et qui travaillent pour le reste, pour la Grande Allemagne. Vous voyez ici, par exemple, un ouvrage scolaire où il écrit « La même âme et le même esprit peuvent-ils habiter dans des corps si différents ?» Et on montre des personnes de diverses origines et on pose cette question-là.
En Allemagne, l'eugénisme, cette biologie, on pourrait se dire que oui, c'est un certain nombre de scientifiques qui réfléchissent à ça, qui écrivent des articles dans leur coin, etc. Mais c'est pas du tout le cas, c'est quelque chose qui est pris très au sérieux par l'État, et c'est quelque chose qui va d'ailleurs, c'est tellement pris au sérieux que on demande à ce que l'eugénisme soit introduit dans l'enseignement scolaire, et donc à l'école, on va expliquer aux petits Allemands et aux petites Allemandes que c'est important qu'ils fassent attention à la pureté de la race, et c'est une des premières mesures qui est prise en 1933, c'est d'interdire les mariages mixtes entre juifs et non-juifs, et donc c'est une mesure, vraiment, on essaie de conscientiser dans un effort de redressement national, hein, comme on dirait aujourd'hui, on essaie de conscientiser tout le monde en disant chacun d'entre vous, vous avez comme rôle d'essayer d'améliorer la race, et donc améliorer la race, ça veut dire 1, vous entretenir vous-même, 2, suivre le régime, et 3, essayer d'éviter des contacts avec tous ceux qui ne correspondent pas aux traits de la race aryenne. Alors il y a toute une série de mesures dans la biologie, donc est-ce que les eugénistes pensaient vraiment ça? Est-ce que ces scientifiques pensaient vraiment tout ce qu'ils racontaient? Il ne faut pas cacher qu'il y a un côté corporatiste. Corporatiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un certain nombre de ces biologistes essayent de défendre leur profession, et donc en disant qu'il faut enseigner cela à l'école, eh bien, ils s'assurent qu'il va y avoir plus d'heures de biologie consacrées à l'eugénisme à l'école, et donc ça va leur donner un certain poids plus important dans la société. C'est le genre de considération dont il faut tenir compte. Mais alors, vous avez tout d'abord donc cette éducation, ça passe par l'éducation. Deuxième étape, une stérilisation, donc la stérilisation forcée, qui va concerner 400 000 personnes entre 1934 et 1945 en Allemagne. 400 000 personnes, c'est énorme. L'interdiction de mariage et toute une série d'autres lois successives qui vont passer au sein de la biologie et qui vont faire un certain nombre de victimes. La dernière étape de cette fascination pour la biologie, fascination que l'on retrouve déjà si on revient en texte, dans le Mein Kampf, qui dit que le peuple allemand n'a pas pour base une race homogène, et que ce manque de race homogène fait qu'aujourd'hui il y a un problème et il faut résoudre ce problème. Je vous l'ai dit, on interdit le mariage, on fait des stérilisations. La dernière étape, ça va être dans cet eugénisme négatif, le fait de supprimer physiquement les personnes qui sont considérées comme n'étant pas ariens, et particulièrement les juifs, et donc c'est un des éléments qui conduira à la Shoah. Comme ces éléments, dans une mauvaise interprétation du darwinisme, dans une idée d'un darwinisme social, comme c'est le plus fort qui finit par gagner, le fait de supprimer les juifs qui sont considérés comme une race inférieure, finalement, ce n'est que faire le chemin de la nature, et donc il n'y a aucun problème avec ça. Vous voyez ici une autre image de propagande, où il est mis en allemand: un malade héréditaire coûte jusqu'à 60 ans 50 000 marks en moyenne. Le mark, c'est dans la monnaie locale. Voulez-vous le supporter? Voilà. Donc aussi, c'était une politique contre les juifs et une politique contre les personnes handicapées également, avec en plus de ces stérilisations, des suppressions forcées. Donc voilà. Alors, petite vidéo si ça passe. Antisémite forcené, le ministre de la propagande se vante d'avoir exclu les juifs de la vie culturelle du pays. Ein deutsches Theater, einen deutschen Film, eine deutsche Presse, ein deutsches Schrifttum, eine deutsche bildende Kunst und einen deutschen Rundfunk. Der früher oft gegen uns vorgebrachte Einwand, es gäbe keine Möglichkeit, die Juden auf dem Kunst- und Kulturleben zu beseitigen, weil deren zu viele seien und wir die leeren Plätze nicht neu besetzen könnten, ist glänzend widerlegt worden. Voilà, petit mot à Joseph Goebbels. Joseph Goebbels, ministre du Reich,
à l'éducation et à la propagande, qui est vraiment considéré comme un des tout hauts dignitaires nazis. Il va d'ailleurs être nommé chancelier pour 2 jours, entre le 30 avril 1945 et le 1er mai, juste après que Hitler se soit suicidé, s'il me semble. Et donc, Joseph Goebbels, ici, il parle en tant que ministre du Reich à l'éducation et à la propagande. Vous l'avez lu. Vous avez eu le temps de lire, ça va? Vous l'avez vu? Oui? Non, ça va. Ce qu'il a dit, c'est que leur gouvernement était parvenu à supprimer les juifs dans la culture, et ici toute une série de choses. Eh bien, dans ce programme nazi, 2 personnages particulièrement, il va y avoir un courant qui va souhaiter supprimer l'impact juif dans la physique. Alors, on peut se dire, la physique, on est dans une science dure, on peut encore jouer avec certaines choses, on peut encore essayer d'avoir des influences dans sciences humaines en prenant plutôt un parti plutôt qu'un autre et tout. Ici, on est dans une science dure, des observations scientifiques, et pourtant, la physique, comme les mathématiques, eh bien, vont être pris par les nazis et qui vont tenter de développer un courant que l'on appelle la Deutsche Physik, la physique allemande, dont les 2 principaux personnages sont Johannes Stark et Philipp Lenard, qui sont pas n'importe qui. Ils étaient, vous les avez sans doute pas revus, mais ils étaient dans la liste de photos que je vous ai montré tantôt, c'est-à-dire que ce sont 2 prix Nobel, 2 prix Nobel de physique, et qui vont essayer de développer une physique allemande en disant que la physique, contrairement à ce qu'on dit, la science, contrairement à ce qu'on dit, la science est raciale, qu'il n'existe pas une science universelle, mais que les sciences sont quelque chose qui fait partie de la race et que donc il faut supprimer de la physique les éléments qui viennent des juifs. Alors, outre cette volonté de ces personnages de nuire de suivre le régime, Johannes Stark, donc, qui est le plus jeune des 2, là à gauche, en 1924, alors que Hitler n'en est qu'au début, eh bien, il va écrire à Hitler pour lui apporter son soutien, donc c'est vraiment un soutien de la première heure du régime allemand. Outre cette idéologie, il y a aussi un côté partisan. Il faut se souvenir qu'en 1905, il y a un personnage que vous connaissez bien, et qui est Albert Einstein, en 1905, qui va mettre en place sa fameuse équation E égale mc carré, et qui va, en 1905, être considéré par des physiciens, on a peut-être dans la salle, comme une révolution en physique 1905, avec ce développement de la théorie de la relativité. Et ce sont Albert Einstein est juif. Il y a un certain nombre d'autres de scientifiques allemands qui sont juifs, et le fait d'attaquer les scientifiques juifs, les physiciens juifs, permet aussi à Stark et à Lenard de supprimer quelques-uns de leurs concurrents et de garder des postes de professeurs d'université, etc. Mais c'est quelque chose... Alors, au fur et à mesure de la guerre, même au sein du parti nazi, eh bien, finalement, donc il va y avoir une confrontation entre une physique expérimentale et une physique théorique. Physique théorique dont Albert Einstein était la figure de proue, Albert Einstein qui part aux États-Unis. Mais un certain nombre d'autres scientifiques allemands non juifs, comme Heisenberg, qui va travailler sur le programme atomique, eh bien, étaient contre cette idée de Deutsche Physik, et ils vont en souffrir. Et puis finalement, durant la guerre, là quand même, le régime va dire c'est bien beau la Deutsche Physik et tout, c'est important, mais travailler quand même sur la bombe atomique, et donc travailler quand même avec les théories d'Albert Einstein, parce que ce qui importe le plus, c'est le fait d'avoir des armes très puissantes, mais c'est quand même quelque chose
va être important. Aussi, petit extrait, eh bien, petit extrait, long extrait, mais non, je ne vais pas tout vous lire, mais d'autant plus que c'est fort petit pour vous. Mais dans une préface qu'il est intéressant de regarder, de l'ouvrage Deutsche Physik, écrite par Philippe Lenart en 1936, eh bien, il va dire ce que je vous ai résumé, c'est-à-dire que la science, eh bien, c'est quelque chose qui est racial avant tout, et que les Juifs font une mauvaise science, que chaque nation a une science spécifique, qu'il y a une physique japonaise, qu'on ne connaît pas de physique des nègres, mais qu'il y avait une physique arabe, et que la physique juive n'est constituée que de mensonges. Vous voyez, c'est le dernier paragraphe ici. La physique juive n'est donc qu'un mirage, un phénomène de dégénérescence par rapport à la physique arienne fondamentale. Je me devais de le dire ici expressément, et ce n'est qu'en comprenant bien l'opposition entre la physique juive et la physique arienne que l'on peut réhabiliter pleinement cette dernière. Et donc l'idée vraiment, même en science, eh bien, on sépare les deux, et alors on fait de l'eugénisme même en sciences dures, parce qu'en mathématiques, il va y avoir les mêmes phénomènes. Alors, autre discipline scientifique qui va nous intéresser, eh bien, l'histoire et l'archéologie. Donc, avec ce que je vous ai dit jusque maintenant, il ne faut jamais sortir de l'idée que ce régime nazi, c'est quelque chose, l'Allemagne, c'est tout près. L'Allemagne, c'est notre voisin. On est dans un pays occidental qui est percé par un certain nombre de traditions, d'histoires, etc., de culture scientifique, et les nazis vont vouloir quand même, malgré un certain nombre, le mépris qu'ils ont pour la science, ils vont chercher à avoir le respect d'un certain nombre d'intellectuels par rapport à leur thèse. C'est ainsi qu'ils vont mettre en place un certain nombre d'ambitieux programmes de recherche pour essayer de prouver les théories qu'ils avancent et d'étayer les théories qu'ils avancent. C'est particulièrement le cas en histoire et en archéologie, où les nazis vont essayer de mener des investigations permettant de donner une façade de crédibilité à la théorie de l'existence d'une race aryenne. Vous savez que la race aryenne, c'est au cœur du régime aussi, c'est cette idée qu'il y a une race aryenne, les Aryens, signifiant noble, seigneur, dans une vieille langue indo-européenne, et qu'il y a à l'origine des Germaniques et à l'origine de l'humanité, eh bien, il y a de l'humanité germaine, et sachant que ce sont les Germains qui ont inventé tout ce qui était possible d'inventer, eh bien, il y a une race, une espèce qui existait. Donc, c'est un courant qui aussi n'est pas propre aux nazis. Il y avait toute une série d'anthropologues et de linguistes qui avaient fait des recherches durant le XIXe siècle pour comprendre l'origine de la ressemblance entre les mots. Les linguistes, ils étudient la langue, et alors, vous en avez peut-être vous-même déjà rendu compte, entre différentes langues, il y a des mots qu'on retrouve. On retrouve la même racine, par exemple, père, eh bien, vous savez qu'on va dire vader, on va dire faser, on va dire pater, et on retrouve, et alors en turc, on va dire aussi des mots qui ont la même racine, et on retrouve dans toute une série, dans un courant de langue, des mots qui ont la même origine. Et ces linguistes vont se rendre compte qu'il y a un courant de langue, qu'on appelle les langues indo-européennes, un courant qui va, on dirait pratiquement de la Grande-Bretagne jusque l'Inde, et où il y a toute une série de peuples qui parlent une communauté de langage. Enfin, à l'origine, qui parlent une communauté de langage. Alors, les linguistes, aujourd'hui encore, ils disent qu'il y a cette communauté de langage, donc il y a des mots communs. Alors, des mots communs, vous pourriez chacun penser à plein de mots communs qu'on a par exemple avec
nos voisins néerlandais, nos voisins flamands, avec les Anglais. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous, pour les étudiants, vivez ou vivrez dans un code l'an prochain. Mais ce mot commun, un code, eh bien, qui est un mot flamand, eh bien, vient parce qu'on échange avec les personnes, mais ne signifie pas nécessairement qu'il y a un jour eu une origine commune entre le français ici et le néerlandais. C'est un mot qui est intégré. Enfin, ça. Mais ici, l'idée fixe qu'un certain nombre de nazis vont se mettre en tête, un certain nombre de scientifiques notamment, c'est que ce peuple existe, qu'il y a eu un peuple qui à un moment parlait cette langue, et que c'est pour ça qu'il y a des liens entre différents parlers actuels. Alors, ces recherches vont être prises très au sérieux en Allemagne, et particulièrement par un personnage que l'on voit là, dont je vous ai déjà parlé, Heinrich Himmler. Heinrich Himmler qui va créer un institut que l'on appelle l'Ahnenerbe. Vous avez là le symbole, l'Ahnenerbe, un institut dont l'Ahnenerbe, eh bien, c'était un diminutif pour parler de centre, voilà, une abréviation, je vais peut-être pas le dire en allemand, mais signifiant que c'est l'héritage des ancêtres, Société pour l'étude de l'histoire des idées premières. Donc, centre de recherche, créé par Himmler en 1935, donc vous voyez qu'on est vraiment tout au début, et qui se donne officiellement comme but de promouvoir la science de l'histoire intellectuelle ancienne, et dont le but officieux est de rassembler des chercheurs et de mener des recherches en archéologie et en histoire afin de donner une crédibilité et une assise scientifique à l'histoire de la race aryenne. Alors, un certain nombre, tout d'abord, il y a des recherches qui sont menées sous un personnage qu'on appelle donc Wirtz, qui s'appelle Wirtz, qui est un personnage qui dirige, un professeur qui dirige cet institut, le professeur Wirtz, et qui va commencer ses études en remuant la mythologie nordique, qui remet en valeur d'anciennes cultures, alliant la symbolique, la magie. Il fait ressortir le mythe du continent perdu, de l'Atlantide, et explique que la race aryenne vient de ses origines, et donc il va faire des recherches en Scandinavie, etc. Cependant, ce sont des recherches qui ne vont pas plaire beaucoup à Hitler. Il va en public les dénoncer en 1936, parce que notamment Wirtz disait qu'une des origines de la civilisation aryenne, c'était une civilisation nordique, organisée selon le matriarcat, et avec beaucoup de magie, et cet élément du matriarcat, donc dire que c'est une société dirigée par les femmes essentiellement, et cette idée de magie, c'est quelque chose qui ne plaisait pas du tout à Hitler. Himmler, et je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais lui était très fervent de magie, c'était vraiment l'idée de la magie noire, etc. C'était au cœur de choses auxquelles il croyait énormément, mais Hitler, dans son deal pour être au pouvoir, avait décidé de ne pas trop attaquer la religion catholique, et donc le fait que l'on parle de magie, c'était quelque chose qu'il préférait éviter. Donc il va dire à Himmler qu'il faut tourner un peu les recherches vers autre chose, et donc Himmler va remplacer Wirtz par le docteur Walter Rust, spécialiste en littérature et en religion, professeur de sanskrit, et qui va diriger l'Institut pendant 8 ans. Et pendant ces 8 années, il va faire de nombreuses expéditions, dont ce que vous voyez ici, une expédition au Tibet. Il y a un film qui a été fait sur cette expédition qui s'appelle 7 ans au Tibet, si certains d'entre vous ont vu avant, avec Brad Pitt. Et donc, expédition au Tibet, dans l'Himalaya, et pour essayer de retrouver les origines de la race aryenne au sein dans les montagnes de l'Himalaya. Alors, bon, on pourrait dire que c'est une série de recherches, ma foi, assez sympathiques, les voyages formant la santé, sauf que cet institut sous couverture honorable, l'Ahnenerbe,
va aussi, vu les pouvoirs d'Himmler, va connaître des dérèglements assez importants. Et donc, sous couvert de la science, sous couvert de l'étude scientifique des origines, eh bien, durant la guerre, des sections de la NENERV vont aller sélectionner des individus, notamment dans l'Europe de l'Est, tuer ces individus pour qu'on puisse étudier les caractéristiques de leur corps, ou alors soumettre un individu dans les camps de concentration, et notamment à Auschwitz, à toute une série d'expériences pour tester les caractéristiques de la race, avec cette volonté principale, hein, ce souhait, un des buts annoncés, qui était de déterminer qu'est-ce qu'était la race juive au final, parce que si la NENERV parvenait à déterminer qu'est-ce qu'était la race juive, eh bien, ça serait beaucoup, qu'est-ce qu'un juif, ça serait beaucoup plus facile pour éliminer tous ces juifs. Évidemment, le seul élément de réponse qui déterminera qui est juif pour pouvoir l'éliminer, c'est le fait auquel les Allemands aboutiront, c'est si ses grands-parents sont juifs ou pas. Il n'y a évidemment aucune caractéristique physique qu'ils ne vont pas venir à prouver, mais cette science au pouvoir, à certains moments, ce pouvoir donné à certains scientifiques complètement allumés, n'ayant pas peur des morts, eh bien, vont provoquer énormément de souffrance, des milliers de morts. Petit exemple, avec, dans le cadre de la NENERV, eh bien, une étude scientifique, hein, est déterminée par un professeur à Strasbourg, Auguste Hirt, professeur à l'université de Strasbourg réintégré dans le Reich allemand, hein, évidemment, et qui veut faire une étude à partir des crânes, hein, c'est bien connu, depuis le 19e siècle, on fait l'étude des crânes des gens, notamment pour déterminer si les gens sont criminels ou pas, c'est une discipline qui s'est fort développée au 19e siècle, mais lui va demander au Reich d'avoir des crânes juifs à sa disposition pour pouvoir les étudier, parce qu'il dit que sa collection n'est pas assez fournie, et donc c'est ainsi que du 14 au 21 août 1943, 86 déportés juifs provenant d'Auschwitz sont gazés dans le camp de concentration de Nassweiler, donc en Alsace, et leur crâne va rejoindre la collection de ce professeur afin qu'il puisse en étudier les caractéristiques. Donc, on voit cette idée, là, effectivement, d'une science au pouvoir qui, à un certain moment, va aboutir aux atrocités les plus terribles. Alors, quelle conclusion et discussion? Bon, ces nazis, créateurs ou fossoyeurs de la science, c'est pas quelque chose qui est facile à franchir. Himmler, dont je vous ai parlé, disait que le sang devait remplacer l'encre qui avait beaucoup trop servi. Il y a donc un certain nombre une volonté de ces nazis de retrouver une nature originelle, de retrouver une communion des corps, une communion avec la nature, une communion de ce genre de choses, un certain nombre de délires scientifiques qui n'ont rien à voir avec la science. Et donc, les nazis, en ce sens-là, ont été des créateurs de faux sang, des créateurs de fausses sciences, des fossoyeurs de la pensée scientifique. Un certain nombre, quel est l'héritage qui a été laissé, donc un certain nombre de crimes impressionnants faits par ces nazis, et finalement, je pense que c'est important pour nous maintenant d'arriver à revoir cette période-là sans fausse, avec un œil critique, mais en parvenant à se rendre compte de la pensée qu'il y a pu y avoir à un moment au sein de ces hommes, sans les prendre pour des abrutis, sans se dire que c'était quelque chose qui était complètement délirant et qui n'arrivera plus jamais, en prenant conscience que ces nazis qui ont commis tous ces crimes
eh bien, étaient un certain nombre avaient des esprits scientifiques ou pensaient l'avoir. Un certain nombre de chercheurs qui ont collaboré très fort avec les nazis, par exemple, l'ont fait juste parce qu'ils voulaient être tranquilles. On sait encore aujourd'hui à quel point c'est difficile d'avoir des crédits pour la recherche. Alors, à un certain moment, quand vous avez beaucoup de scientifiques, ils veulent surtout avoir leur crédit, un certain nombre de scientifiques, ils veulent avoir leur crédit pour la recherche, et puis si on les laisse tranquilles, eh bien c'est l'essentiel. C'est ce que diront beaucoup de scientifiques après la guerre, lors des procès, ceux qui ne seront pas embauchés au pas, ils se défendront ainsi. Alors au final, ces nazis, est-ce qu'ils étaient créateurs ou fossoyeurs de la science? Je pense qu'en tout cas, ils ont évidemment été fossoyeurs de la pensée, d'une pensée intellectuelle qui nous est chère à tous. Et je vous remercie pour votre attention et je vais surtout laisser place au débat maintenant qui, j'en suis sûr, pourra être riche. Voilà, je vous remercie. Je remercie beaucoup Julien Lestat pour son exposé, puisqu'il nous laisse le temps pour la discussion. Je vous invite immédiatement à intervenir pour des questions, des interventions. Très brève intervention qui concerne. C'est arrivé? Oui, ça va. On m'entend. Pour embrayer sur vos dernières paroles, fossoyeurs de la science, je crois qu'on a tous envie de dire oui. Mais de quelle science? Je crois qu'il faut faire le distinguo, et ça me semble essentiel, entre ce que nous appelons encore aujourd'hui, avec beaucoup d'amour dans les institutions universitaires, une recherche fondamentale, qui n'a certainement pas été favorisée sous le régime nazi, et au contraire, ce qu'on a eu coutume d'appeler recherche appliquée, je trouve que c'est une formule tout à fait stupide, les applications de la recherche, dans la mesure où ces applications doivent être immédiatement rentables et surtout maléfiques. Or, il est évident que les exemples que vous citez sont très révélateurs de ce point de vue. Les physiciens qui ont tenu le coup se sont immanquablement, et probablement aussi parce que ça les aidait, embarqués dans l'aventure du nucléaire, pour des raisons que l'on comprend, et du nucléaire et des missiles. Pas mal de chimistes aussi ont fait de très brillantes études, mais certainement pas dans le but de créer des médicaments, mais de créer des substances abominables. Je songe notamment à quelqu'un dont j'ai oublié le nom, qui fut prix Nobel de chimie allemand, pour l'invention de la méthode moderne de production de l'ammoniac, donc quelqu'un dans la santé. Voilà, exactement. Et qui a bien évidemment agi de manière tout à fait scandaleuse et très favorable au régime nazi. Ça, ce sont deux exemples. Du point de vue de la biologie, je n'ai pas d'exemple autre que celui d'un personnage remarquable, qui n'est autre que le prix Nobel de physiologie médecine 1934. C'est un embryologiste, et voilà pourquoi j'en parle, qui a poursuivi une très brillante carrière académique sous le régime nazi. Non pas qu'il ait collaboré d'une manière ou d'une autre, mais comme vous l'avez très justement dit, il en a bénéficié, dans la mesure où son statut de recteur de l'université d'Heidelberg, il l'a obtenu sous le régime nazi, et visiblement, ça lui convenait parfaitement. Donc il y a eu aussi une bonne part d'opportunisme. Ça, c'est un chercheur fondamentaliste, mais ils sont rares. Alors je voudrais bien avoir votre sentiment sur l'impact qu'a eu le régime nazi sur les progrès de la recherche, en cela qu'elle concerne éventuellement ou exclusivement la recherche fondamentale. Parce que peu m'importe les applications militaires des recherches, on se doute bien que dans des régimes comme ceux-là, ils sont nécessairement toujours encouragés. Je rejoins votre point de vue. Effectivement, les grands exemples que l'on a de performances entre guillemets scientifiques, ce sont pour la recherche appliquée. Après, on est aussi dans un contexte de guerre.
qu'il faudrait voir aux États-Unis durant la même période, par exemple, en termes de recherche fondamentale, ce qui a pu se mettre en place ou pas. Ça serait intéressant. Donc ici, c'est une... je ne sens pas la capacité de pouvoir vous donner la réponse de l'impact que ça a eu sur le fondamental. Il y a certains... Ce qui est sûr, c'est que plus les années avançaient, plus l'appliqué devenait de plus en plus appliqué. Enfin, je comprends. C'est-à-dire que des scientifiques qui vous demandaient des crédits de recherche au début des années 40, 41, 42, on leur disait, même pour des applications militaires, on leur disait oui, mais votre développement, est-ce qu'il peut se faire en déant les 2 ans? Et s'ils disaient, ben, mon développement, je pense qu'il faudra au moins 5 ans, ils n'avaient pas les crédits. Donc on arrivait à une, mais c'est le contexte de guerre, à une, même dans l'appliqué, à une réduction des budgets à ce niveau-là. Alors sur le fondamental qui a pu être fait, effectivement c'est une très bonne question et je pense qu'il faudrait pouvoir avoir la liste, tout en sachant que c'est quelque chose qui est délicat, parce que pour la communauté scientifique, pour une certaine communauté scientifique, le rejet qui est là de l'idéologie nazie rend difficile le fait de pouvoir utiliser des travaux réalisés dans le contexte de guerre, et notamment on peut penser à tous les travaux, parfois de recherche fondamentale, réalisés au sein des camps de concentration, et dont les résultats ont été difficilement utilisés par la communauté scientifique après. C'est une question très délicate. Quelqu'un désire poser d'autres questions? Ou un commentaire? Bon. C'est juste, je dois rebondir à propos de l'intervention précédente, que Fritz Haber, il travaillait pendant la Première Guerre mondiale. Et donc, il était juif en plus, donc il est mort en 1934 ou 1935, quelque chose comme ça. Il devait quitter l'Allemagne, il est mort en Suisse, donc lui personnellement n'est pas impliqué, mais ce que vous avez dit, bien sûr que c'est. Une autre intervention? Les 3 cas d'études sont évidemment tout à fait intéressants parce que donc je veux dire biologie, physique et histoire, c'est clair que les liens qu'ils entretiennent, les liens qu'ils entretiennent avec l'idéologie qui est sous-tendue par un régime est évidemment pas la même. Donc en physique, ce qui paraît clair, c'est que le lien est totalement indirect et que l'élément dominant, c'est on élimine des concurrents et on en profite pour qualifier une partie de la physique théorique. Mais à ma connaissance, Stark ou Lennart ont continué à faire de la physique comme on fait de la physique ailleurs. Donc, de ce point de vue-là, c'est différent. En biologie, évidemment, là, on est au cœur de l'idéologie du régime nazi qui base sa vision du monde sur une vision raciale et qui donc espère asseoir cet aspect-là sur la biologie. Et alors le troisième cas est évidemment aussi tout à fait, enfin je dirais encore, il tire encore plus dans l'autre sens, où c'est à peu près évident que pratiquement tous les États ont à un moment ou à un autre essayé de mobiliser les connaissances historiques en faveur, moi je dirais, de la légende qui les fonde. Il ne faut quand même pas aller très loin pour voir ça. En Belgique, par exemple, Pirenne, qui est un tout grand historien et un historien remarquable, donc il a effectivement dégagé une série de résultats tout à fait intéressants, n'empêche que la manière dont il a fait remonter une espèce de belgitude à des siècles et des siècles avant 1830, je pense qu'elle est évidemment aussi tout à fait connotée. Alors bien entendu, l'usage qu'on fait de ces résultats n'est bien entendu pas le même que celui qui a été fait sous Hitler, mais ça montre évidemment le type de distance qui peut exister entre certaines recherches et les applications, oui, ou les fondés qui peuvent les accompagner. Oui, je dois être tout à fait d'accord avec cette analyse très, très pertinente sur...
Et alors, si on se dit sur la physique par exemple, sur l'histoire, effectivement, ce n'est pas propre au régime nazi, effectivement, comme vous l'avez soulevé, c'est plutôt les conséquences qui sont propres. Et là, ça me permet de mettre l'accent sur un autre élément que j'ai un peu vu en travaillant ici en vulgarisation, hein, ici, c'est que, contrairement à l'image que l'on a du régime nazi, on a une image du régime nazi qui est, c'était ma première image, très disciplinée. On voyait cette image à Nuremberg, tout le monde bien droit, et on a l'image d'une dictature avec quelque chose qui vient du haut, et Adolf Hitler qui a énormément de prise sur énormément de choses, d'autant plus que, ça aussi petite parenthèse, mais l'image que l'on a des nazis, il ne faut jamais oublier que c'est aussi parce qu'il y avait la vidéo à ce moment-là, c'est un des premiers régimes qui utilise tant que ça la vidéo, qui fait des vidéos de propagande, et aujourd'hui quand on veut parler ou étudier les régimes nazis, ce qu'on étudie c'est des vidéos de propagande, donc c'est particulier. Mais contrairement à cette image-là qu'ils essayent de donner, un certain nombre d'historiens beaucoup plus qualifiés que moi et qui travaillent sur les sources disent que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette centralisation comme on veut nous faire croire. Et d'un point de vue scientifique, c'est très intéressant parce que Hitler, par exemple, on peut lui dire qu'il a un certain nombre de qualités d'orateur, on peut lui reconnaître ça, mais ce n'est pas du tout un travailleur apparemment. C'est quelqu'un qui se lève à 14h, regarde des films tard le soir, et ne considère que les choses passe énormément de son temps, quand il est chancelier, à travailler sur les plans des villes qu'il dessinera pour la... Mais passe très peu de temps à gérer les affaires de l'État. Au sein de la chancellerie du Reich à Berlin, il y a 5 sous-chancelleries censées s'occuper des affaires du clerc, ce qui fait un bazar pas possible, parce que c'est toute une série de fonctionnaires à qui il demande à 3 fois la même personne, à 3 personnes différentes la même chose, ce qui fait un bazar complet. Et donc, dans cette... l'État allemand n'était pas préparé au gouvernement. Et donc, c'est un gouvernement qui va être chaotique. Et dans ce gouvernement chaotique, il y a un certain nombre de personnes, dont des scientifiques, qui vont parvenir à vraiment tirer leur épingle du jeu. Parce qu'ils vont venir présenter un projet, eux-mêmes être capables de bien le présenter, et du coup, ils vont avoir des crédits énormes. Et c'est comme ça que, contrairement à d'autres régimes politiques, eh bien, on va se retrouver avec des scientifiques qui ont des idées très bizarres, mais ça peut arriver à tout le monde, mais qui vont avoir des crédits énormes pour appliquer leurs idées. Et donc, et ici, pour le cas de l'histoire, la NERV, pour moi, c'est vraiment ça. C'est une série de personnes qui, dans une communauté normale, se seraient vues, on aurait dit, mais vos idées, c'est bien gentil, mais... Voilà, on ne va pas dépenser de l'argent pour faire ça. Et ici, parce qu'on est dans ce régime nazi, eh bien, il y a une inondation d'argent sur ces gens-là, et à côté de ça, d'autres qui n'ont aucun crédit. Donc, mais après, d'accord que certains de ces éléments sont communs à d'autres régimes. Ça, tout à fait d'accord. On avait une question ici. Vous avez dit 300 scientifiques allemands qui sont partis à Moscou. 300 scientifiques allemands qui travaillent sur le programme nucléaire en URSS entre 1945 et 1954, je pense. J'ai dit des dates tantôt. Donc, mais qui travaillent sur, j'ai pas dit qu'ils étaient, c'est plutôt, je pense que la plupart des scientifiques allemands, ils préféraient aller à l'ouest qu'à l'est. Donc c'est plutôt, à mon avis, on les a pris et on les a mis et on leur a donné énormément de moyens pour travailler. C'est ça. Ça répond à votre question? Ouais. Je pense pas que c'est une attitude volontaire, vu la différence entre les idéologies. Il ne faut pas oublier que les États-Unis, par exemple, il faut attendre longtemps pour que les États-Unis aient du mal avec l'idéologie nazie. C'est a priori, il n'y a pas, quand Hitler prend le pouvoir en 1933, il n'y a pas une réaction épidermique aux États-Unis par rapport à cette prise de pouvoir. Il y a beaucoup plus une réaction épidermique par rapport à l'URSS que par rapport au régime nazi. Donc, est-ce que vous ne croyez pas que cette question... Vous devez bien parler plus fort parce que le micro rend l'âme et il faut rendre le volume. Est-ce que vous ne croyez pas que cette question
peut être étendu à toute période de guerre et à tout régime en période de guerre. La question de l'influence sur l'accélération de l'immigration. Oui. Oui, ça pourrait. Effectivement, on étudie beaucoup, enfin ici on étudie la période. Ici, c'est un travail de vulgarisation, hein. C'est un travail de vulgarisation pour faire des expositions. Et donc on a aussi essayé de travailler sur des grands moments, des moments grands, mais aussi forts de documentés. Mais ça serait très intéressant dans différents, que ce soit période de guerre ou période de changement, voir quelle était l'influence de la science, quelle était l'influence de la Révolution française sur la science, quelle était la révolution de la guerre du Vietnam sur la science aux États-Unis, ou ce genre de choses. Je pense que ça pourrait être... Oui. Je pensais en particulier à la guerre froide, qui a quand même été aussi un gros accélérateur et une explication que le développement de la science. Oui, tout à fait. On voit ici, je voyais par rapport à la création de la bombe atomique en Allemagne, en URSS, que quand l'URSS crée sa bombe atomique, en 1949, premier essai nucléaire, les Américains et les Anglais pensaient que les Russes ne seraient capables de faire ça que 3, 4 ou 5 ans plus tard. Et c'est ça qui va lancer la course aux armements, par exemple. Donc là, on est dans un contexte de guerre froide, et ce contexte de guerre froide va orienter très fort la recherche aux États-Unis. Donc oui, on pourrait étendre cette question-là, mais ici. Mais ce qu'il n'y a pas eu partout et qu'il y a eu là en Allemagne, c'est une volonté de... c'est rare quand même dans une société qu'on décide de supprimer un certain nombre de ses plus brillants éléments. Et ici, dans les universités allemandes, en 1933, un certain nombre, et avant, un certain nombre des intellectuels les plus brillants sont juifs. Et juste à cause de l'idéologie, on les supprime. Alors qu'ils auraient pu rendre aussi des fiers services au régime nazi. Donc ça, c'est quand même interpellant. Parmi l'idéologie, un régime se fait aussi un peu arraquer. Quelqu'un désire faire une dernière intervention? Le micro, je ne le passe plus parce qu'il a rendu l'âme. Voilà, donc on peut essayer. Voilà. Je voudrais me faire une idée en négatif de ça. Tout le monde connaît le cas d'Einstein, qui lui s'est retrouvé parce que juif aux États-Unis, et bien avant la guerre, bien avant la fin de la guerre, il s'est retrouvé dans le désert. Non, pas lui. Il y en a eu d'autres qui se sont retrouvés dans le désert, dans des labos de physique nucléaire, pour des raisons, je crois, de refus de l'idéologie nazie, et par les Allemands. Mais je voudrais bien, y a-t-il eu un exode de biologistes et d'historiens allemands, soit pour raison raciale, soit pour raison de refus de participer au nazisme, qui soient sortis d'Allemagne dans des domaines où finalement ils n'étaient pas tellement demandés par le pays d'accueil. Je veux dire que j'imagine que les États-Unis ne devaient pas râler de voir un physicien allemand arriver chez eux, ils devaient se dire oui, ça pourrait nous intéresser. Est-ce qu'ils pensaient la même chose et est-ce qu'ils ont accueilli de la même manière des historiens, des ethnologues ou des biologistes? Là aussi, la question intéressante, et je suis incapable de vous répondre, mais il faut quand même se dire que au bout d'un certain temps, tous ceux qui partent en exode, ils sont quand même pas super bien vus. Donc effectivement, si c'est pas un domaine stratégique, à mon avis, les États-Unis, comme on en parle, pouvaient aussi penser que c'était un espion ou ce genre de choses, et peut-être qu'ils ont été accueillis à ce titre-là, si jamais ils n'avaient pas des confrères américains, par exemple, qui permettaient de leur donner de les accueillir de façon suffisamment correcte. Mais ça, c'est intéressant de voir aussi le nombre. Et ici, vous vouliez dire surtout dans ceux qui étaient persécutés ou dans ceux qui ne l'étaient pas? Les deux. Ouais. Il y a ceux qui devaient partir et puis ceux qui sont partis par refus. Parce que je comprends que si on est physicien, on peut se dire de toute façon, moi je travaille dans un domaine qui n'est pas particulièrement leur problème, aux nazis, tant qu'on n'est pas en guerre. Et par contre, pour un biologiste, c'était sa branche. Il
devait prendre position pour ou contre le régime. C'est à ça que je pense. Alors, y a-t-il eu des, je vais dire entre guillemets, des mozariens allemands, mais anti-nazis, qui est dit, moi je me tape. Ouais, ça c'est intéressant de voir, mais il ne faut pas non plus oublier qu'on parle beaucoup de la guerre, mais à partir de 1933 et déjà avant, il y a un contexte intellectuel, y compris chez des intellectuels, et donc j'avais les chiffres, je ne sais pas si je les trouverai tout de suite, mais j'ai en tête que par exemple, je pense qu'en 1943, 10% de ce qu'on peut, si on dit, tiens, on fait un paquet d'intellectuels, 10% de ces intellectuels, donc des gens qui sont universitaires, qui pourraient être professeurs d'université, etc., sont dans les hauts dignitaires du régime et sont, c'est-à-dire un grade équivalent à celui de général. Et puis, un grade, pas général, mais poste à responsabilité, on a 20%. Et donc, c'est, malgré le discours apparent, il y a aussi un certain nombre d'universitaires qui vont vraiment adhérer, y compris, alors qu'ils n'avaient pas. Mais il y a aussi une machine qui existe quand on est en guerre en 1939. Il y a une machine qui existe depuis une petite dizaine d'années pour former aussi toutes ces personnes-là. Donc je pense que ça serait intéressant de trouver des noms, mais je pense qu'il faut aller très courageux et aussi très visionnaire pour partir de l'Allemagne en 1939 en faisant le régime. Parce que beaucoup, même nous, on a un regard qui est aussi très fort influencé par la Shoah. Je pense que la Shoah, l'extermination des Juifs des camps de concentration, les camps d'extermination, c'est un élément qui change complètement la donne. Parce que c'est le fait de tuer des gens dans un cas de guerre, on ne va pas. Le nombre de crimes commis par les Alliés, les bombardements sur des villes alors qu'on savait que c'était plus des villes stratégiques, le bombardement de Dresde, ce sont des crimes qui sont, mais qu'on pardonne parce qu'on est dans la guerre et qu'on n'en parle pas trop. Mais ici, non, comme je l'ai montré au début, aux nazis c'est le mal. Et je pense que la Shoah a vraiment. Mais la Shoah, même les intellectuels ne savaient pas tous ça. Même que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et quand on vous raconte des choses, c'est difficile de faire la part des choses. Par exemple, on parle à un certain moment de la nuit de cristal. Donc la nuit de cristal, on parle on trace cette histoire. La nuit de cristal, c'est ce moment où il y a un. On est en 1934, je pense. Non, il faudrait voir 38. 38, la nuit de cristal. Et c'est un diplomate allemand qui est à Paris et qui se fait tuer par un juif dont les parents ont été tabassés par le régime et qui décide de se venger. Suite à ça, eh bien, le ministre de la Propagande, Goebbels, qu'on a vu tantôt, dit à Hitler, ça c'est un bon cas de figure, c'est une bonne occasion qu'on tape sur les juifs et qu'on leur mette la trousse de leur vie. Et en quelques heures, alors que le régime est en train de fêter un petit anniversaire, eh bien, en quelques heures se décide eh bien, le fait de faire cette nuit de cristal. Et donc de débarquer, ça veut dire que j'ai plus non plus les chiffres en tête, mais je pense qu'il y a 200 synagogues qui sont brûlées, il y a des milliers de personnes chez qui on débarque pendant la nuit, qu'on tabasse, qu'on tue, et c'est quelque chose de très violent. Et un certain nombre d'Allemands qui ont voté pour le parti nazi, ils sont un peu choqués de ce qui se passe. Mais Hitler ne va jamais parler de ça. Dans ses discours, Hitler ne va jamais faire mention de la nuit de cristal. Et donc, un certain nombre de partisans ou d'Allemands à l'époque se disent que c'est quelques brutes que le régime n'arrive pas à contrôler et qui ont fait ça, mais c'est pas le régime qui veut ça nécessairement. Comme Hitler n'en parle pas, il ne va pas dire regardez, il y a 2 jours, on leur a mis. Non, il n'en parle pas. Et donc, il y a un peu un doute aussi chez un certain nombre d'intellectuels qui se disent voilà, ou alors ils interrogeaient dans un des reportages que je voyais, ils interrogeaient une personne. Une personne de l'époque, un Allemand à l'époque qui avait 20 ans à l'époque, qui avait voté pour le parti nazi, et on disait mais est-ce que vous regrettez d'avoir adhéré au parti nazi? Et c'était très intéressant, la personne qui à l'époque, quand elle est arrivée, doit avoir 80 ans, quelque chose comme ça, dit non, je ne regrette pas parce que honnêtement, je trouvais aussi que les Juifs avaient exagéré.
Et il cite un chiffre, et il dit, par exemple, dans la magistrature à Berlin, sur 8000 personnes de droit, donc les juristes, etc., eh bien 6000 c'était des juifs. Ils exagéraient. Et alors, ceux qui font le reportage montrent que ces chiffres, 6000 sur 8000, eh bien, c'est un chiffre qui est complètement faux. Dans la magistrature à Berlin à l'époque, il n'y avait pas cette proportion-là. C'est un chiffre de la propagande de l'époque que la personne, 60 ans plus tard, a toujours en tête. Et donc, si on dit quelque chose, il faut avoir du cran pour se dire non, on me ment, et donc voilà, les choses ne devaient pas être simples. Voilà, je vous propose peut-être d'arrêter là les discussions, ce qui n'empêche pas chacun de discuter dans la santé par la suite. Alors avant de remercier notre conférencier, je propose les 2 prochaines dates d'exposé. Donc en fait, le prochain rendez-vous, c'est la dernière conférence du cycle Les mauvais perdants de la science. On aura la chance d'accueillir notre ami Hossam El-Kadel qui viendra nous parler de la théorie de l'évolution vue dans la culture arabo-musulmane, ce sera le 18 janvier. Et ensuite, on a une conférence le 4 février sur la mesure de l'intelligence. Mesure d'intelligence, l'intelligente mesure. C'est Morgane Lemaire qui viendra nous en parler. Voilà. D'accord.